Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce énième live des AS, la 24e, quelque chose comme ça. AS pour animateur sécu, live animé par Jean-Marc Galland et Mathias Pierglas. Salut Mathias. Salut Jean-Marc. Bon, on est encore plus à la bourre que la dernière fois, mais ça va bien se passer quand même. Bienvenue à vous si vous nous suivez sur YouTube en live ou en replay. Si vous êtes avec nous dans la réunion Zoom, vous devez être AS ou quelque chose de similaire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à faire remonter vos questions dans le chat. On les fera nous-mêmes remonter à nos deux invités du jour. Format tout comme d'habitude, on est ensemble pendant 1 heure. Même rubrique, l'actu du réseau, l'actu sécu du web, l'AS du mois, etc., etc. Et 40 minutes d'interview, cette fois sur un thème qu'on voulait traiter depuis longtemps. On le fait ce soir, live consacré, interview en tout cas, consacré à la compétition avec deux invités qu'on vous présente dans quelques minutes. Mais avant ça, Mathias, c'est le tour de l'actu du réseau des animateurs sécu. Raconte-nous où en est le réseau. Comme le mois précédent, les animateurs sécurité sont toujours plus nombreux. 211 animateurs sécurité au 8 mai 2023. Alors, un petit point sur la pratique et les animateurs sécurité femmes ce mois-ci, puisque seulement 11 femmes AS à cette date du 8 mai 2023, ce qui représente à peu près 5,21% des AS. Alors que seulement 8,21% des dirigeants de structures fédérales sont des femmes, et tout ça contre les presque 17% de femmes chez les licenciés FFVL. Donc le live sur la pratique féminine qui a eu lieu l'an dernier et l'approche de la gestion des risques au féminin n'a pas encore suscité beaucoup de vocations. Donc on espère que ce petit rappel va permettre d'accéder à plus d'AS, d'animateurs sécurité femmes dans le futur, voilà, pour rééquilibrer un peu l'échange. Ouais. Ça fait aucun doute. Ça fait aucun doute. Mathias, tu nous rappelles comment on devient AS ? C'est très simple, hein. Pour être AS, pas besoin d'une AG, on peut le devenir quand on veut. Il suffit de s'inscrire sur l'intranet fédéral. On peut encore, l'intranet fédéral qui est géré par le bureau directeur de votre club ou de votre structure. On peut avoir autant d'AS qu'on veut dans une structure fédérale, club, CDVL, ligue et commission. D'ailleurs, même le bureau directeur de la Fédé pourrait avoir un AS et n'en a pas encore, mais j'espère bien qu'il en aura un bientôt. Voilà. C'est un appel, s'il nous entend. Ok, on passe. On en est où ? Bah oui, qu'est-ce qui se passe dans le réseau ? On est décidément un peu perturbé ce soir. Donc, on y partage de l'info sur des sujets divers et on débat dans le cadre de ce réseau. Ça permet de discuter de manière très intéressante sur, par exemple, les dangers du vol dans les cumulonimbus ou à proximité, en tout cas, ou encore des conseils pour voler ou ne pas voler avec de gros nuages et éviter les orages. On a un serveur Discord qui présente aujourd'hui 13 salons de discussion thématiques dans lesquels vous pouvez évidemment participer, vous qui êtes AS, et contribuer pour pouvoir retenir un temps de discussion sur ces thématiques importantes pour la gestion des risques en vol libre. Et bien sûr, on peut ouvrir d'autres salons encore s'il y a d'autres thématiques à aborder. C'est très facile à faire. Peut-être, ouais, le salon Discord, ça paraît un peu un truc de geek entendu de l'extérieur, mais en fait, c'est rien d'autre qu'un forum avec des endroits où on garde l'historique thématique des discussions. Le coin Mathias de Sécu pour notre deuxième rubrique. Qu'est-ce que tu as à nous raconter, Jean-Marc ? Ouais, donc l'idée c'est d'avoir des objets qui ont un rapport, qui sont intéressants pour les AS et pour l'ensemble de la communauté. Le premier, c'est un livre, c'est pas souvent. Il vient de paraître aux éditions du Chemin des Crêtes. Je ne sais pas si vous le voyez, non, vous le voyez difficilement. Il s'appelle Guide des premiers secours en plein air et en milieu isolé. C'est super bien fait, c'est hyper complet, c'est très pédagogique, bien illustré. C'est la traduction d'un livre anglais qui a eu un grand succès, qui est un livre de référence. C'est pas juste la traduction telle quelle. L'éditeur s'est fait aider d'un médecin urgentiste lui-même parapentiste. Donc voilà, je pense que ça va devenir une bible pour tous ceux qui s'intéressent à ce sujet-là. Et en tout cas, c'est à avoir évidemment dans la bibliothèque des AS. Et le second objet intéressant en termes de sécu, il n'est pas très nouveau, il vient de sortir. Il est sorti il y a peut-être
9 mois de ça, c'est l'iPhone 14. Alors pourquoi on parle de ça? Eh bien, si ça vous avait échappé, figurez-vous que depuis l'iPhone 14, ce téléphone peut utiliser le réseau satellite dans un appel d'urgence au secours si le réseau GSM n'est pas disponible. Donc ça, c'est une première pour un smartphone. Les Android en tout cas de haut de gamme, vont y passer sous peu, mais c'est l'iPhone 14 qui a ouvert le bal. Voilà, merci pour ce point de Matos Sécu, très complet encore ce soir. Troisième rubrique de ce live, le chiffre du mois, JM, c'est 2. Alors 2, c'est un peu énigmatique. Qu'est-ce que tu nous dis? Ouais, ben deux, en fait, ouais, c'est un prétexte. Prendre ce chiffre pour parler de quelque chose de pas qui a marqué la communauté récemment, le 2 pour deuxième accident mortel en cive depuis un an. Ça s'est passé il y a pas très longtemps à Annecy cette fois. On ne va pas rentrer du tout dans les détails de l'accident. Il y a une enquête qui est en cours, bien sûr. Mais en tout cas, ça manquera pas. Ça n'a pas manqué de relancer le débat sur les questions de la balance risque-bénéfice des stages cives. Les bénéfices, on les connaît bien, il n'y a pas de souci. Les risques aussi, il y a des accidents pendant les cives qui sont rares, mais qui arrivent. Il y a aussi des accidents d'enflammade post-cive des pilotes en situation de surconfiance après un cive. Bon, bref, ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est vraiment de quantifier cette balance risque-bénéfice. Sinon, si on ne la quantifie pas, bah, on va rester vraiment au niveau de la discussion de barres de latéraux entre les pros et les anti-cives, ce qui est pas très fair style. Bref, si vous avez des idées sur comment on arrive à quantifier réellement cette balance risque-bénéfice, eh ben, n'hésitez pas à les faire remonter parce qu'en tout cas, c'est une des questions qu'on se pose à la commission technique et sécu. Mathias, on en vient à la revue du web. Donc, tu as épluché, écumé le web pour trouver des ressources sécu. Première ressource, il n'est pas question de vol libre, mais ça nous intéresse quand même. Il est question de facteurs humains en canyoning. Dis-nous, de quoi s'agit-il? Alors, ouais, effectivement, il n'est pas question de vol libre. Pourtant, en fait, le départ de cet article très intéressant sur le facteur humain en canyoning est dérivé d'une ressource dédiée au vol libre, puisque ça cite une source d'un article suisse et qui parle de parapente, en fait, de ce côté-là. Et on y apprend comment apprivoiser les erreurs et à maîtriser ce qu'on appelle assez généralement la défaillance humaine, c'est-à-dire la résultante de fausses hypothèses ou de mauvaises interprétations qui donnent lieu à des accidents ou à des enchaînements d'erreurs. Et plus précisément, un point super important, c'est le fait qu'on a tendance, quoi qu'il arrive, quelle que soit notre pratique, à sous-estimer ces petites erreurs. On va y parler aussi de manque ou d'excès de confiance, de peur, et encore une ressource finalement très intéressante parce qu'il va traiter de la question de la gestion des risques au féminin. On a parlé de la pratique féminine et du nombre d'AS au féminin précédemment. Et c'est encore une ressource éclairante pour penser autrement la défaillance humaine dans le vol libre. Voilà. Ok, vous allez retrouver bien sûr toutes ces références hein, sur le Scoopy de Sécu Parapente FFVL. Et donc, vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo YouTube si vous nous regardez sur YouTube. Deuxième ressource, elle nous a été signalée par une AS qui est peut-être là, qui nous écoute. C'est Delphine Josien. Il s'agit de l'entretien d'explicitation, une webconférence. Mathias, tu me racontes? Oui, voilà, c'est une technique que vous connaissez si vous avez assisté au rassemblement des AS, des animateurs sécurité avec Jeff Chapuis ou un stage mental avec Delphine Pi, par exemple. On a reçu déjà tous deux dans ce live. C'est une méthode de débriefing et de questionnement qui va aider le pilote à mieux comprendre ce qui lui est arrivé dans un vol qui potentiellement a été émotionnellement chargé. Donc, il y a plein de choses à raconter, c'est difficile de décrypter. Au final, c'est donc une conf très complète sur un outil hyper utile pour notre activité. Ouais, c'est évidemment parmi les outils de débriefing qui devraient figurer dans la boîte à outils d'un AS. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Troisième ressource, alors on va ailleurs. Elle nous vient de l'ISAL. Tu vas nous dire ce que c'est que l'ISAL. Et il est question Absolument. du RTBA, réseau de très basse altitude. Exactement. Alors, c'est la première partie de cette vidéo qui nous intéresse principalement. On la doit à Alain Jamet, qui est le directeur de l'ISAL. Donc, c'est l'instance de sécurité de l'aviation légère.
dont fait partie à titre de consultant, en tout cas de la Fédération française de vol libre, parce que c'est un truc qui dépend, enfin c'est une instance qui dépend en fait de la DGAC. Et comme on ne fait pas partie des activités gérées par la DGAC en direct, eh ben, on est juste là, on siège, mais de manière complètement à titre de témoin, etc. Bon, ça, c'est pour parler de l'ISAL. Donc, à partir du 20 avril 2023, il y a une réforme du réseau très basse altitude, le RTBA. C'est très bien expliqué d'ailleurs par Alain Jamet, et il dit qu'en gros, il est important pour nous, et surtout pour les plaineux, hein, parce qu'on est moins touché en région de montagne par les RTBA, mais il y en existe aussi en région de montagne. Donc, il faut vraiment à tout prix mettre à jour les cartographies embarquées, et pour ça, il y a une façon très facile de le faire, c'est d'aller chercher les ressources de Pascal Basile. Je vous mettrai aussi le lien dans le Scoopit pour mettre à jour ces cartes, pour éventuellement mettre en œuvre des stratégies de contournement de ces RTBA, parce que c'est jamais très agréable de se retrouver nez à nez avec un fer à repasser, voilà, de cette manière. Ouais, et vice-versa, il doit pas aimer se retrouver face à un parapente. Dernière ressource, Mathias, rapidement, il est question de I Can Fly. Maxime Pinault, c'est ça? Exactement, Maxi Pinault qui vient de remporter la Born to Fly, et c'est une vidéo d'ailleurs qui est proposée par la Born to Fly. Ça fait partie des séries de vidéos d'entretien pour expliquer comment s'entraîner au marché vol. Ce que dit Maxime Pinault est super intéressant dans cette vidéo un peu longue, hein, qui fait 25 minutes, mais qui est super intéressante à plein d'égards, c'est que pour s'entraîner et pour s'entraîner au marché vol, eh ben, il nous faut absolument donc être capable de faire un état des lieux de sa pratique, et ce qui va passer par bon débriefing, d'où l'intérêt de l'entretien d'explicitation dont on a parlé plus haut, et du carnet de vol, de tenir un carnet de vol, étudier des traces aussi, comparaison de ce qu'ont fait les autres sur la même journée, hein, une confrontation avec d'autres pilotes, tout ça pour mettre de l'objectivité dans le ressenti. Donc ça, c'est super important. Et puis, il va décrire 3 étapes pour 3 périodes de préparation de la saison. Je vous laisse découvrir tout ça, mais l'idée, c'est de développer sa curiosité générale en lisant des ouvrages sur le parapente, sur le vol libre, sur le mental, etc., mais aussi en étudiant des traces, en revoir des traces en train de se faire, hein. Voler haut aussi, dans les conditions variées, c'est les conseils que donne Maxime Pinon. Et écoutez le live des As, évidemment, pour votre culture parapente. Merci Mathias pour cette revue du web. On en arrive au plat de résistance du live, l'interview consacrée aujourd'hui à la compétition, plus précisément à la compétition de distance, avec 2 invités, Éric Puziol et Julien Garcia. Bonjour à tous les deux, si vous pouvez... Ouais, super, on vous voit. Bonjour. Salut à tous. On vous voit et vous entend. Excellent. On est ravis de vous avoir ce soir avec nous. Éric, tu es président de la commission compétition parapente nationale à la FFVL. Tu es aussi responsable de la compétition à la Ligue Aura, Auvergne-Rhône-Alpes. Tu voles depuis 2001. Tu es compétiteur toi-même, hein, depuis de longues années. Est-ce que j'oublie quelque chose d'important, Éric? Non, tu as tout dit. Et j'ai toujours énormément de plaisir à voler. Super. Julien. Julien, tu es assez rare sur les réseaux sociaux, donc merci de sortir de l'ombre ce soir pour nous. Tu es passé par le Pôle Espoir, tu as fait de la compétition très tôt, en France, mais pas que. Tu es actuellement cadre technique à la FFVL, en charge du haut niveau, et tu es l'entraîneur national de l'équipe de France de vol de distance. Même question, j'oublie quelque chose d'important? Non, je suis papa de 3 enfants aussi, accessoirement, dans la vie perso. Et voilà, toujours enchanté de voler comme Eric. Bon, écoutez, je vous propose qu'on démarre, on rentre dans l'interview. Donc, équipe de France de vol de distance, on commence par les bonnes nouvelles. J'ai l'impression que ça va plutôt bien en termes de résultats. Julien, tu peux nous faire un petit pitch là-dessus? Oui, ça se passe bien en termes de résultats. On a beaucoup de pilotes dans les 10 premiers mondiaux. Je ne sais plus si c'est 8 ou 9 actuellement. Donc, c'est une domination qui est plutôt
plutôt forte de l'équipe de France actuellement. Sur les derniers championnats d'Europe, on a aussi eu 5 pilotes aux 5 premières places individuelles, les 2 premières filles aussi, la victoire par équipe. Donc on est content d'être dans une position de favori juste avant le mondial qui se déroulera en France là, dans quelques jours, c'est sûr. Pour autant, bon voilà, les positions de favoris à domicile, c'est aussi quelque chose un petit peu compliqué à assumer. Donc on va voir comment ça va se passer. On va essayer de déminer les quelques pièges traditionnels de courir à la maison. Et puis ça devrait quand même continuer sur de bons résultats parce que l'équipe est bien rodée et plutôt exceptionnelle ces derniers temps. Super, bon, on va suivre ça de près, et pas que nous, très largement, d'autant qu'il y a tout un dispositif de web télé qui va diffuser en direct ces manches, en espérant que la météo soit du bon côté. Venons-en, Eric, si tu veux bien, à la compétition vol de distance en général, et donc pas que le haut niveau, mais aussi les niveaux un peu en dessous. Où est-ce qu'on en est? Quel est l'ordre de grandeur du nombre de pilotes qui participent à des compétitions vol de distance à la FFVL? Eh bien, aujourd'hui, si on regarde le classement permanent, on a à peu près 600 pilotes compétiteurs actifs. Je pense que dans les semaines à venir, on en aura un petit peu plus parce que la très mauvaise météo a fait que beaucoup de compétitions ont été annulées. Mais globalement, on a effectivement ce niveau de pilote. Pour ne rien cacher, on a rencontré une petite désaffection sur les 5-6 dernières années. Dans les années 2012-2014, il y avait beaucoup plus de pilotes et depuis, ça a lentement glissé, mais c'est sûrement… Et justement, c'est le moment de moderniser beaucoup de choses pour que tous les niveaux de pilotes retrouvent leur compte, leur plaisir dans la compétition. Et c'est justement la mission qui est la mienne aujourd'hui. Super, alors 600, oui, c'est vrai que c'est beaucoup en même temps, et c'est pas beaucoup par rapport à l'ensemble des licenciés. Tu l'as dit, il y a une petite désaffection au fil des années. Tu dis comment on fait pour que tous les niveaux pilotes s'y retrouvent dans les compétitions actuelles. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail sur les dispositifs pour rendre peut-être la compétition plus accessible ou plus inclusive à un plus large éventail de pilotes? Oui, tout à fait. Alors, déjà, on a travaillé en questionnant les compétiteurs de manière à sentir ce qui leur convenait, les difficultés qu'ils rencontraient eux-mêmes pour continuer à être compétiteurs, parce que c'est très, très vaste, en fait. Il y a des compétiteurs qui sont moins présents, il y en a qui arrêtent complètement, et puis il y a toujours un noyau de mordus qui sont là, quoi qu'il arrive, qu'il vente, qu'il neige. Et au milieu de tout ça, c'est vraiment extrêmement difficile de trouver la formule magique. Donc, la démarche qu'on met en place au niveau de la commission compétition, c'est de trouver des solutions qui vont permettre de toucher tous les types de compétiteurs. Donc, on essaye déjà de toucher ceux qui ne sont pas encore compétiteurs. Il y a des choses qui se sont mises en place cette année, le challenge initiation à distance, le fameux CID, et qui rencontre un joli succès. Il y a beaucoup d'événements qui ont été planifiés. Donc, on attend avec impatience que la saison se déroule pour voir comment tout ça se concrétise. Juste, excuse-moi, sur ce format-là, le CID, peut-être on peut préciser, on ne doit pas nécessairement avoir le BPC pour participer à ces compétitions, c'est ça? Voilà, absolument. Le BPC qui est nécessaire pour pratiquer la compétition, plus une carte compète, bien entendu, pris avec sa licence. Là, pour le CID, c'est justement l'idée, c'est d'attirer ceux qui ne sont pas encore compétiteurs. Donc, une souplesse s'est installée, le brevet de pilote est suffisant. Mais c'est un format très modéré avec quelques pilotes. On ne va pas faire des manches à 80 pilotes dans un CID et dans le but d'avoir un accompagnement de qualité pour les pilotes qui sont présents. Donc, c'est plutôt des événements qui vont être de 15, voire 20, 25 pilotes grand maximum. Et encore une fois, ce sont des gens, pour la plupart, qui découvrent totalement la compétition. Et donc ça, c'est une première étape, faire venir du sang neuf pour des gens qui, des fois, dans leur club, se disent « tiens, non, la compétition, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, il n'y a que des cadors. » D'ailleurs, Julien vient de le dire, hein, il y a dans les 10 premiers mondiaux, il y en a au moins 8 ou 9 Français. Donc ça peut impressionner, et plus impressionner qu'attirer. Alors que justement, là, la vocation de ce format, c'est de démystifier et d'attirer de nouveaux entrants. Julien, voilà. Donc ça, c'est ouais, excuse-moi, je t'ai coupé, Eric, continue.
Je disais donc ça, c'est le premier étage de la fusée. Et puis le deuxième étage, en fait, c'est de mettre en place des choses qui font que les pilotes actuels deviennent de plus en plus passionnés. Et une des premières choses pragmatiques qui a été mise en place cette saison, c'est un classement spécifique pour les pilotes en catégorie sport, c'est-à-dire les voiles en catégorie ENC et ENB. Donc, dans le but que chacun sente qu'il est dans son groupe de performance et qu'il trouve son compte quand il finit sa compétition de week-end. D'autres choses sont en route. Alors, la liste risque d'être longue hein, si on déroule tout. Tu me dis jusqu'où tu veux qu'on aille. Il y a beaucoup de projets aussi nouveaux qui ne sont pas encore révélés. Ouais, alors on y travaille beaucoup. On les garde sous le coude pour l'instant et je voulais faire réagir Julien sur ce choix fédéral finalement de mettre l'accès à la compétition traditionnelle, en tout cas au niveau BPC, donc plutôt à la fin de la progression en termes de brevet. Qu'est-ce que tu penses de ce choix? Toi qui as un regard aussi sur d'autres fédérations étrangères, est-ce qu'il y a d'autres choix qui sont faits? La question piège. Non, elle est très bonne cette question. C'est vrai que bon, il y a des fédérations ou des absences de fédérations dans certains pays qui ont conduit à des choix différents. Et effectivement, nous autres, on a toujours considéré en France que finalement la compétition, c'était un petit peu la forme ultime du pilote quelque part de vol libre. Et moi, de ce que je connais de l'étranger, j'aime pas tellement cette idée. Et je pense qu'en réalité, on a des exemples de co-formation quelque part avec la compétition en relais sur des niveaux de pratique de pilote qui sont bien inférieurs à des niveaux d'un brevet de pilote confirmé. Alors ça semble alien complètement, hein, ce que je suis en train de dire, parce qu'on a tous une image très, très élitiste et très difficile de la compétition, avec pourquoi pas des prises de risques incroyables. Et donc, c'est un vrai bouleversement, une vraie révolution, ça. Mais effectivement, on voit des pilotes dans certains pays à l'Est, etc., qui débarquent en compétition avec vraiment des rudiments d'autonomie. Je suis assez sérieux là-dessus, quoi. Et en fait, on a l'impression que du coup, ils ne vont pas être assez prêts, assez protégés pour faire face à une situation compétitive. Et ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend effectivement de la compète, de la situation. C'est sûr que les bazarder à 150 pilotes dans des conditions fortes, ça ne marchera pas. Mais ce n'est pas ça, la compétition, justement. Pas tout le temps ça. Et donc, ouais, c'est des logiques qui sont différentes. Voilà. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que la compétition peut aussi être considérée comme un outil de progression complémentaire à l'école de parapente et que donc que du coup, ça peut être envisagé très bien assez tôt dans la pratique que comme plus tard. Eric, est-ce que tu as envie de réagir sur ce point-là, sur l'éventualité, l'idée d'ouvrir très largement et assez tôt dans la progression les compètes de distance? Alors en fait, on est vraiment d'accord sur le fait que les pilotes qui ne sont pas compétiteurs ne savent pas le plaisir qu'ils loupent. Et malheureusement, plus ils tardent à basculer dans la compétition, moins ils y vont. Donc cet atout-là, c'est dommage et on essaye de convaincre par ce biais-là. Après, effectivement, à quel moment on doit glisser la compétition dans une formation, j'ai envie de dire que c'est un petit peu complexe pour répondre parce que si on venait à changer des choses, il y a de multiples acteurs qui seraient concernés aujourd'hui au niveau de la fédération, parce qu'on a cet axe formation, cet axe sécurité, cet axe compétition. Donc déjà, je ne serai jamais seul à prendre ce genre de décision, mais le sujet mérite d'être abordé avec toutes les précautions nécessaires, bien entendu. Voilà une belle réponse politique. On ne va pas prendre la décision ce soir entre nous, en tout cas c'est clair, mais c'était intéressant de poser le débat. On tourne un peu autour depuis le début sans vraiment rentrer dedans. Qu'est-ce qu'il en est de l'accidentalité en compétition et en compétition de vol de distance? Bon, oui, moi je vais... Fraîche en tête. Je vais vais pas être très prolixe en statistiques et en données chiffrées, objectives, mais ce dont je vais vous parler, c'est de l'expérience vécue au terme d'une petite vingtaine d'années ou une grosse vingtaine d'années d'expérience. Ce qu'on ressent
En réalité, c'est qu'on a vraiment de moins en moins d'accidents déjà sur vraiment par rapport au passé, donc sur une courbe qui vraiment s'infléchit, et que malgré tout, on en a toujours eu très peu et bien moins que sur des pratiques de type cross, de loisirs ou de CFD ou entraînement. Voilà. Donc, des accidents en compétition, en réalité, c'est vraiment très rare. De temps en temps, bon, moi j'ai déjà eu des pilotes qui se sont blessés à la cheville ou qui ont eu voilà, des petites choses comme ça, mais je vais toucher du bois. J'ai eu la chance de ne pas connaître en plus de 20 ans de carrière comme pilote et puis 15 ans ou 12 ans comme coach, j'ai rien vu. Voilà. Donc, j'ai vu quelques, malheureusement, gros accidents par-ci par-là, le dernier étant celui qui est arrivé au Brésil donc en février dernier, donc dramatique accident de Dan Morand, le pilote suisse, où là encore subsistent des zones d'ombre parce que nous on a peur que malheureusement il soit décédé avant même d'impacter, qu'il n'était pas du tout en mesure de piloter son parapente. Et du coup on en a vraiment très peu. Voilà. Et par contre, dans le même temps, on constate qu'à l'entraînement, on constate que dans les vols de performance CFD, distance, etc., là, il y a une accidentalité qui reste quand même statistiquement plus marquée. Alors, comment on explique cette différence? Parce que, après tout, c'est la même pratique, on fait du vol de distance dans des conditions thermiques. Mais pourquoi? Alors oui, déjà au passage, on confirme, hein, les chiffres d'accidentaux en compétition sont très faibles. Ils sont beaucoup plus élevés sur des pratiques de cross, loisirs. Comment on peut comprendre cette différence, à votre avis? Moi, je peux m'exprimer là-dessus parce Vas-y. que j'ai une idée assez précise de ce que produisent ces deux formes de pratique. Pour moi, elles ne sont pas similaires, ces formes de pratique. Elles ressemblent, ça, un peu comme le Coca-Cola, quoi. Ça a l'aspect, mais ça n'a pas tout à fait le goût. Et ce qui est très différent, en fait, c'est le cadre de pratique, tout simplement. Donc, en compète, tu as des événements, tu as un espace et tu as un temps qui est commun à tout un tas de pilotes, avec tout un cadre réglementaire, institutionnel vraiment précis. Et en cross, tout ça, tu l'as pas. Et du coup, ton temps, il est personnel, ton espace, il est personnel, tes événements sont personnels, et tu n'as personne avec qui les partager. Et il n'y a pas d'institution qui vient se mettre entre toi et la nature. Et en fait, cette liberté que tu as en cross, elle vient avec l'absence de protection du cadre. Et en compétition, je ne compte pas le nombre de manches que j'ai vues en conditions fortes qui ont été stoppées, annulées. Voilà, je ne compte pas aussi non plus le nombre de frontales que j'ai pu éviter en juste voyant le gars devant moi se faire bien bouger, etc. Et tout ça, ce n'est pas le cas en cross, globalement. Tu es tout seul. Donc voilà, ce n'est pas du tout les mêmes cadres et les mêmes pratiques, et il faut qu'on arrive à en être le plus conscient possible. Est-ce qu'une une façon de sécuriser la pratique cross-loisir, ce ne serait pas du coup de la rapprocher de la pratique compète en la rendant d'abord plus collective? Oui, c'est effectivement une bonne idée. D'ailleurs, à haut niveau, y compris quand on veut battre des records de distance et des choses qui sont vraiment propres à de la CFD, à de la compète de distance, en fait, c'est globalement un peu là où on en arrive, petit à petit, c'est-à-dire organiser des vols qui sont plutôt collectifs, avec des parcours qui sont concertés en amont entre experts, avec un protocole radio, avec peut-être quelqu'un qui va suivre un live tracking, qui va router, qui va préparer les documents administratifs, Et finalement, voilà, on en arrive à une pratique du cross, y compris à très haut niveau, qui va finalement rentrer dans une forme de cadre. Et il y a peu d'accidents sur ces chasses au record, à nouveau. Et par contre, il y a plutôt majoritairement plus d'accidents sur des pratiques, encore une fois, de cross très j'ai envie de dire, très assoupli, très libertaire, très libre. Avec, de temps en temps, j'ai été amené à étudier quelques accidents malheureusement mortels, avec des absences de protocole entre les participants flagrants, quoi.
Voilà, donc ça m'a aussi interpellé par le passé. Eric, qu'est-ce que tu as envie de réagir là-dessus? Moi, je trouve ça assez inspirant, entre parenthèses. Ce qu'il Alors, vient de- oui, tout à fait, hein, je suis totalement en phase avec Julien sur ce point-là. Un petit complément, mais qui va répondre que partiellement, c'est que globalement, sur la région Rhône-Alpes, une des actions qu'on a mis en place avec la Ligue, c'est de créer des entraînements compétition, alors qui vont concentrer du coup des pilotes de la région, tous niveaux confondus, donc, dans lequel du coup on va recréer un cadre, hein, comme l'évoquait Julien, qui est le cadre d'une compétition. On ne se prive pas à jouer avec les distances, hein, c'est-à-dire ça peut ressembler à du cross, mais on va avoir effectivement ce côté organisé, ce côté géré, si effectivement il y a nécessité d'arrêter la manche ou des choses liées justement à la sécurité. Et ça a un grand succès. Les pilotes sont très intéressés, déjà parce que justement ce guide-là les aide beaucoup. Et puis en même temps, c'est un mot que je répète souvent, c'est que malheureusement en parapente, on s'entraîne souvent pendant les compétitions, ce qui est quand même rare quand on est compétiteur de se retrouver à 40 et de voler ensemble hors compète et avoir la capacité de se mettre des objectifs ou de s'organiser pour un cheminement particulier, etc. Donc au final, si ces entraînements-là ne sont pas créés, les pilotes le font très difficilement entre eux d'eux-mêmes. On fait facilement des crosses à 4-5 copains, mais voilà, beaucoup plus, c'est compliqué. Donc voilà, ce n'est pas vraiment du cross à 100%, mais effectivement, ça amène ce cadre et ça marche très bien, ça attire beaucoup et encore une fois, ça amène ce côté sécuritaire. Oui, bah, c'est un bel appel à l'intelligence collective et à l'organisation collective. Mathias, on a quelques questions, je crois, sur le chat. Tu veux les faire Ouais. remonter? On en a pas mal en fait, hein. Donc je vais commencer, je les prends dans l'ordre, hein. Donc ça sera un petit peu déconnecté par rapport à ce qu'il y a avant, mais ça me semble intéressant quand même. Alors, il y a Alain qui pose la question de comment faire pour que les pilotes des Pyrénées et autres régions difficiles se sentent légitimes et soient sélectionnés pour aller courir des manches élites. Donc ça parle plutôt du haut niveau, entre guillemets. Mais voilà, ça fait une question pour… Une question pour Julien, je pense. Oui, ben, je suis pyrénéen, moi, de base. Et en fait, il y a une équipe de ligue aussi dans les Pyrénées qui est vraiment très développée, très forte. Bon, quelques noms, hein, c'est Pierre-Rémy, Xavier Laporte, Yann Livinec, et puis bon, j'en oublie d'autres. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre en compète, c'est que c'est pas une histoire de kilomètres. C'est pas du tout une histoire de potentiel de journée crossable, en fait. C'est vrai que les manches, ça va être plus difficile dans les Pyrénées de tirer vraiment beaucoup de kilomètres et au lieu d'en faire potentiellement des manches à 150 ou à 120 km, tu auras des manches à entre 60 et 80 et ça sera déjà très bien. Pour autant, la performance en compète, elle est relative, les uns par rapport aux autres. Ce qui manque actuellement aux pilotes des Pyrénées ou aux pilotes des Vosges, c'est d'avoir un bassin concurrentiel vraiment fort. Donc ça veut dire d'autres pilotes qui sont voilà, avec une densité assez forte, qui peuvent leur tenir un petit peu la dragée haute et sur lesquels ils peuvent vraiment se tirer la bourre. Voilà. Donc, ça, il ne faut pas faire de complexe parce que dans n'importe quel bassin de pratique, des Vosges aux Pyrénées, en passant par les Alpes ou PACA, voilà, on voit des pilotes sortir de Normandie, hein, Honorin-Amar, ou de Nantes, François Cormier, ou de, enfin, voilà, pas de complexe avec ça, il faut simplement se frotter au meilleur petit à petit et puis apprendre en situation. Je vais apporter un petit complément, si vous me laissez une minute. C'est que sur ce sujet-là, je remercie Alain sa question. Il me l'a posée pas plus tard qu'avant-hier, parce qu'on était ensemble à la Transalpes du Nord. Et c'est vrai que pour amener le complément à ce que Julien a justement dit, c'est que Alain, il se retrouve confronté à un bassin où les compétitions, le nombre de compétiteurs qui sont présents font les points que ça ramène au classement permanent. Et là, effectivement, même si lui est très très bon et qu'il gagne une manche, mais si la manche vaut 55 points, ça ne fait pas trop de poids pour son classement permanent et du coup se retrouver sélectionné, comme il l'a dit, pour des compétitions élites, voire le championnat de France. Alors pour le championnat de France, il y a un classement spécifique région, justement, qui lisse cette difficulté-là. Mais cependant, ouais, j'ai bien compris que c'est un problème. C'est un sujet qui peut être traité, qui ne va pas être très facile à traiter, mais voilà, il y a un point d'attention là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ok, merci Mathias.
Ouais, je vais essayer de rassembler deux questions en une. Ça concerne sur le format des compétitions. Il y a Pascal qui posait la question de savoir que la compétition, ce n'était pas seulement de la distance, quid des autres pratiques, précision d'atterrissage, accro, hike and fly, etc. Dans un autre type d'idée, c'est pourquoi il n'y a pas des compétitions en fonction des ailes. Comme ça permettrait aussi d'avoir des classements qui sont signifiants par rapport à ces choses-là, une organisation de compétition en LC, par exemple. Ça, c'est une question de Robin. Alors, je crois que Eric a répondu tout à l'heure pour les classements spécifiques C. Peut-être, qui existent et qui vont se développer. Peut-être sur l'aspect qu'on voulait évoquer un peu plus tard, mais faisons-le des autres compétitions qui se développent, et notamment le hike and fly, mais pas que. Quel regard vous avez dessus? Alors, Eric. donc, dans les autres pratiques, il y a une énorme dynamique sur effectivement le marché-vol, à tel point qu'il a été mis en place un championnat de France marché-vol sur 4 épreuves de plusieurs jours. Donc, c'est très révélateur justement de l'engouement pour cette activité. Donc ça, c'est vraiment extrêmement dynamique et on travaille ensemble pour des points très matériels. Typiquement, chaque épreuve importante se veut être équipée de trackers. Justement, avec Michel Joulot, qui est le référent marché-vol à la Fédé, on est en train de travailler là-dessus pour trouver des solutions qui nous facilitent la vie à tous. Donc ça marche très très fort. Dans les pratiques différentes, il y a le volet ski qui a toujours son charme et qui marche tous les hivers. La précision d'atterrissage fait aussi partie des formes de compétition qui plaisent. On a maintenant de pilotes de distance plutôt pointus qui vont jouer en précision d'atterrissage. Donc ça évolue aussi. Alors évidemment, ça n'attire pas autant de personnes que la distance, mais voilà, c'est quelque chose qui vit plutôt bien. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié? Marché-vol, précision d'atterrissage, volet ski, accro. Donc, alors l'accro a un petit peu plus de mal parce qu'il y a beaucoup de motivés, mais il n'y a pas beaucoup de compétition. Et c'est quelque chose qui essaye de bouger, même au niveau international. Il y a des nouveaux règlements qui sont apparus. Il y a un circuit spécial pour le top 12 mondial. Enfin, le but, c'est de remettre de la dynamique là-dessus, sur la partie accro. Juste, je voudrais qu'on profite pour rebondir sur cette histoire du cadre, où on a bien compris que dans les compétitions de distance, ça protégeait énormément et que ce cadre était une des raisons des très bons chiffres d'accidentalité sur les compétitions de distance. Pour ce qui est du cadre, qu'en est-il sur les compétitions de marché-vol? On a l'impression, vu de loin, que le cadre est moins présent. Qu'est-ce que vous avez envie de rebondir là-dessus, Julien? Ouais, moi je peux en parler assez facilement. On est sur une activité qui se développe, qui se structure. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle compétition, une nouvelle forme de compétition de marché-vol presque par semaine, quoi. Avec une nouvelle idée. Tiens, je vais mettre des points et puis il y aura des points de passage, mais bientôt, ça, il faudra le faire en courant sur un pied. Après, je caricature, mais globalement, voilà, on n'a pas de standardisation pour le moment de l'épreuve marché-vol. Moi, je militerais bien pour un biathlon parapente, quoi. Un truc vraiment très très standardisé qu'on pourrait entre guillemets vendre et envoyer au JO. Enfin, je rêve un peu, mais quelque chose de très 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 fort. Pour l'instant, on est à l'opposé de ça. On a des courses qui font plusieurs nuits, d'autres qui font simplement une montée sèche et puis après que du vol. Bon, voilà, on a des choses vraiment très très différentes et on a du mal à les sous le même vocable marché-vol, on a vraiment beaucoup de choses. Donc, effectivement, c'est le tout début. Il y a une grosse effervescence. Moi, j'y crois plutôt fort. Je trouve qu'on est vraiment très, très proche de l'espèce d'essence de notre activité. Ça veut dire de l'essence un peu libre, de juste marcher, voler, être léger, être mobile. Donc, ça fait pas de doute que dans la philosophie, on est sur quelque chose qui va être très, très porteur. Ensuite, s'agissant d'un sport, on va tout de suite être contraint justement à mettre un peu d'institutionnel et à mettre du cadre, à mettre de la réglementation dedans. Et ça, c'est une étape qui va être très intéressante et on va voir comment ça va se faire. C'est sûr que ça va se faire sur des problématiques de sécurité, donc sur les compétitions majeures en premier lieu, des X-Alp, des Born to Fly, des choses comme ça. Mais
c'est impossible de continuer à développer au rythme où on va ce genre de pratique et de compétition, tout en laissant complètement un cadre mou. Alors, on va vouloir le protéger au maximum, mais bon, à terme, de toute façon, c'est l'histoire de toutes les activités. Il faudra rendre ça un petit peu plus cadré. D'accord, donc j'ai bien compris. On est dans la phase de divergence, il y a une grosse diversité et il va falloir à un moment converger, ne serait-ce que pour des questions d'accidentalité. Le temps passe super vite en votre compagnie. Peut-être quelques minutes encore, Mathias, si tu veux faire remonter les questions. Alors, j'avais une question de Seb qui a été globalement un petit peu répondue. Hein. Est-ce qu'il existe des stages cross, de cheminement? Est-ce qu'il ne faudrait pas créer un réseau local de pilotes pour faire du vol en mode compétition? Donc, Julien, tu as répondu à la question en partie dans ta région. C'est le cas aussi de d'autres régions et d'autres ligues. Est-ce qu'il n'y a pas une vertu de la commission compétition justement à organiser finalement ces week-ends d'entraînement, ou en tout cas les susciter dans les ligues, les différentes ligues? Alors, la commission compétition est composée des responsables de régions de vol, donc, qui sont eux chacun dans une ligue. Donc évidemment, la ligue sur le terrain a tous les moyens de mettre en place certaines initiatives, il n'y a aucun problème. Donc on parle régulièrement entre nous de ce genre de choses. Il y a des équipes de ligue déjà qui existent depuis longtemps, certaines plus dynamiques que d'autres. Souvent la dynamique est aidée par le résultat de leurs compétiteurs. Des fois, il y a des choses qui marchent très fort, puis 5 ou 10 ans après, ça marche moins fort. Mais tout ce mécanisme-là existe déjà. Après, franchement, n'hésitez pas à aller solliciter votre responsable de ligue, à les communiquer avec, stimulez-les, parce que voilà, il y a des possibilités. Quelquefois, il y a un petit peu de budget. Enfin voilà, il suffit de poser des questions des fois, puis il y a des choses qui démarrent tout seul. Et j'ai envie de rebondir sur cette question aussi, si c'est possible. Vas-y. Oui. Bon, si j'ai un message un peu à faire passer autour de cette question-là, ça serait le suivant. Je trouve qu'au-delà des pratiques encadrées, institutionnalisées par la commission de compète, par le haut niveau, etc., je trouve que le travail qui est fait autour des animateurs sécurité déjà va vraiment dans le bon sens, ce sens-là de la sécurité collective, de l'acculturation, des bonnes pratiques, du partage, voilà. Et j'aimerais qu'on puisse être évoqué, et c'est l'occasion de le faire ce soir, ces quelques bonnes pratiques en matière de cross et de performance. Voilà, parce qu'on voit bien qu'intuitivement, les gens, quand ils commencent à voler un petit peu, ils sont tout de suite très curieux et beaucoup dans l'envie d'aller plus loin, de voler un peu mieux en thermique, de sortir du bocal, comme on dit, etc. Et ça, pour autant que j'ai l'occasion de l'observer, je ne vois pas beaucoup de protocoles interclubs un peu ficelés, quoi. Dans la manière de fonctionner, je trouve ça assez, pour le dire franchement, assez trash et assez direct, quoi. Donc on se donne un rendez-vous au déco, chacun vole de son côté, et puis bon, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on fait. Dans le meilleur des cas, on a une radio, mais globalement, il faut savoir que, en tout cas, dans la pratique un peu haut niveau de ce style de vol, c'est pas comme ça que ça marche vraiment. Comme je le disais tout à l'heure, on a des protocoles radio, donc on pourrait échanger un peu là-dessus. On a un peu de live track, on a même maintenant des balises avec le satellite directement, des spots, des choses comme ça. Et moi, je suis un petit peu parfois choqué de voir un peu la légèreté et la liberté avec laquelle les pilotes estiment voilà, leur progression et leur prise de risque, quoi, sur ces pratiques-là. Voilà, donc je voulais simplement partager ça. En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est qu'on a beaucoup à apprendre de ces pratiques collectives de haut niveau, y compris dans une pratique individuelle de cross, mais qui devrait devenir moins individuelle et beaucoup plus structurée si on veut la sécuriser. C'est un débat philosophique. Tu dis, j'ai le droit de faire ce que je veux et puis je peux bien, pousser le bouchon aussi loin que je veux. Oui, probablement. Mais après, il y a quand même, les copains du club, il y a quand même les gestionnaires de site, il y a quand même la Fédé, il y a quand même. Je ne sais pas si c'est une logique qu'on va pouvoir maintenir super longtemps, quoi. La liberté,
absolue de prendre voilà, tous les risques et pour progresser plus vite. Voilà, je ne suis pas sûr, moi. Oui, en tout cas, un certain nombre de contraintes extérieures qui vont plutôt dans le sens que tu dis. Mathias, une dernière question très rapide pour justement illustrer une de ces contraintes. Alors, une contrainte, justement, ça concerne les assurances de prêt immobilier en particulier, qui souvent excluent la compétition, pas seulement d'ailleurs en parapente, mais quand ils n'excluent pas le parapente, des fois, ils excluent la compétition de la couverture de ces risques, ce qui est un peu paradoxal, vu ce qu'on a dit sur l'accidentaux de la compète. Est-ce qu'il y a une réflexion à ce niveau-là, au niveau de la commission compétition et éventuellement en relation avec la commission assurance de la Fédé? Eric? Alors, excusez-moi, j'étais un petit peu distrait. J'ai écouté un tout petit bout de la question parce que j'étais en train d'en lire une autre qui est dans le chat à côté. Juste, je résume la question. Je ne sais pas très bien. Non, il y a un certain nombre de prêts immobiliers qui excluent la couverture en assurance si on déclare qu'on fait de la compétition en parapente, ce qui est paradoxal vu les bons chiffres d'accidentaux de la compétition. Est-ce qu'il y a une réflexion peut-être conjointe avec la commission assurance sur cette question-là? C'est une excellente question à laquelle je ne sais pas répondre, mais je vous garantis que je suis concerné aussi, parce que quand j'ai fait ma maison, il a fallu que je prenne un prêt immobilier spécifique qui me coûte un peu de sous. Mais autrement, non, c'est un sujet qui n'est pas encore abordé aujourd'hui. Après, est-ce qu'on aurait des leviers énormes pour ça, vu que je vous rappelle qu'on a 600 compétiteurs au classement permanent aujourd'hui? Ouais. Mystère. Mais ceci dit, c'est peut-être un frein aussi pour accéder à la compétition, hein, le fait d'avoir voilà, il y a des gens qui ne vont pas faire de la compète pour raison. Et par contre, ils font de la CFD qui est plus risquée. Donc voilà, le paradoxe est posé là. est posé. Malheureusement, on arrive à la fin du temps de l'interview. Merci beaucoup, Julien Garcia, Eric Pujol, d'avoir été avec nous ce soir. Plaisir. Merci à vous. Et voilà, n'hésitez pas à rester dans la réunion Zoom si vous avez encore un peu de temps après la fin du direct pour discuter avec les gens qui sont là. On arrive à la séquence suivante, l'animateur sécu du mois. Oui, et on a le plaisir d'avoir avec nous Robin Jérôme du club Kiwi Flying Circus. Bonjour Robin. Si, salut à tous. Voilà, belle photo. Ouais, tu connais? Oui, je crois. Le jeu, c'est de te soumettre un flot de questions standards, toujours les mêmes. Et donc, on va commencer par la première question, Jean-Marc. Il est où ton club, Robin? Mon club, il est un peu dématérialisé parce que c'est un club de gars, c'est un club de personnel Air France. Pas uniquement des navigants, hein. Donc ça c'est le bon truc, c'est qu'on a aussi des gens du sol. On prend évidemment tous les gens qui veulent voler avec nous. Et donc, on a un super président qui vit dans les Pyrénées et qui se bat pour que ça vienne voler chez lui aussi, effectivement. Et on a pas mal de gars qui sont sur Annecy. Tout ça on a aussi des gens qui vivent à l'étranger, hein. Donc ça, c'est super sympa. Ça permet, moi j'habite dans le sud, du côté de Marseille, donc ça permet d'avoir les pilotes de passage qui ne connaissent pas la région ou quel que soit le niveau, ça permet de les coopter, de les emmener sur les différents sites du coin en fonction des conditions volables. Voilà, on a plusieurs fils WhatsApp qui nous permettent surtout de raconter des conneries, mais aussi de se donner rendez-vous pour voler à plusieurs en fonction des météos, hein, bien sûr. Et puis, on a des gars qui sont très, très bons au club. Donc, c'est eux qui mettent en tout cas l'idée de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. Puis après, chacun va en fonction de sa compétence, de son envie aussi, hein, de ce qu'il ressent de la masse d'air, parce qu'on n'est pas à l'aise en fonction des conditions, quoi. Justement, combien il y a de membres à Kiwi Flying Circus?
Alors, on est à peu près une cinquantaine. On évolue entre 50 et 60. Hein. Beaucoup de nouveaux pilotes parce que Air France recrute aujourd'hui beaucoup de nouveaux pilotes, beaucoup de jeunes. Donc, il y a du sang nouveau. Il y a aussi des gens qui viennent d'autres compagnies et qui volaient déjà auparavant. Et puis, on a aussi quelques gens qui ont 2 cartes de membres. Donc, voilà, ça évolue à peu près autour de ça. Ça reste un club finalement, on va dire, je dirais petit, avec des gens qui se connaissent. Il y a bien un noyau dur, bien sûr, et puis des gens qui se connaissent plutôt virtuellement. Mais on est assez actifs, je trouve. On est devenu club-école. Notre cher président Aurel est moniteur, donc on est club-école. On en est à notre 2e ou 3e stage d'initiation maintenant, hein, donc c'est quand même assez chouette, ça, dans les Pyrénées. Cette année, on fait aussi un cross itinérant dans les Pyrénées en fin d'année, ça c'est prévu. Il y a bien évidemment tout ce qui est cross, marché-vol, qu'on peut faire ensemble, hein, comme j'en parlais tout à l'heure. Et puis, on organise évidemment une fête du club, un SIV chaque année. Cette année, il y aura deux sessions SIV où on monopolise un instructeur pour nous. Donc voilà, c'est plutôt chouette ça. On a exceptionnellement de temps en temps des rotations, c'est-à-dire quelques-uns de nos membres qui partent à l'étranger en tant que pilote, hôtesse, steward et quand même le reste du groupe voler ailleurs. Ça se fait peu parce que c'est quand même compliqué à mettre en place, mais sur la vidéo du club, ça se passe à Iquique, donc c'est quand même assez sympa ça. On a organisé également pendant l'année Covid un super cours que je recommande au club avec Manu Bonte, là, que vous avez eu il n'y a pas longtemps. Super cours sur l'analyse météo en 3 réunions Zoom. Il ne pleure pas 16 heures et franchement, on en apprend beaucoup. Même pour nous qui avons eu un certificat il y a très longtemps, on apprend beaucoup en météo et c'est surtout adapté à nos outils d'aujourd'hui et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Robin, tu es en train de répondre à toutes les questions sans compte les pauses. C'est super. Donc, tu as parlé de la pratique des différents membres, différentes pratiques, Cross & Co. Mais toi, parle-nous de toi. Depuis quand tu voles et avec quelle aile? Alors, j'en profite parce que dans la pratique, on a même des champions. On a François Hubert là, qui devient très très fort, là, qui est sur Annecy. Et on est tous derrière lui, évidemment. Donc, on fait tout dans ce club-là. La pratique, ça va plus loin que ça. Il y a aussi des gens qui font de la chute libre, d'autres choses. Bon, donc, c'est vraiment multi-activités aériennes, ULM, etc. Moi, je vole depuis 97. J'ai commencé avec ce qui a préfiguré le KFC. À l'époque, c'était une association, l'association sportive d'Air France. Donc, c'était tout type de sport. On volait beaucoup chez Gilles Reville, qui était ici au Revard, là. Donc voilà, j'ai commencé avec une Epsilon 2. J'ai volé en Sigma 3, Sigma 4, P70. Ne fais pas tout l'historique, mais avec quoi tu voles maintenant? Delta 4 maintenant. Ouais. Un truc que tu adorerais en parapente? Ouais, ce que j'aime dans le parapente, c'est la liberté. Ce que j'aime et ce que je voudrais faire là maintenant, c'est le partage. Donc, je suis en train de passer ma qualif B parce que voilà, c'est quand même un truc qu'on doit partager et ça me manque de pouvoir faire ça avec les gens aussi bien pour se balader, pour crosser, que pour faire, on va dire, du bivouac avec descente sous aile le lendemain matin. Ça peut être quand même super sympa. Un truc que tu détestes en parapente? Ouais, ce que j'aime pas trop, c'est quand ça bouge beaucoup, évidemment. En tant que pilote pro, on a une culture de la marge, culture du plan B. Donc, dès que j'ai des doutes, bon, il faut que je travaille là-dessus, que je respire, voilà, puis que je me focus sur les bons moments du vol pour pouvoir reprendre la niaque. Sinon, si je sens que l'air ne me convient pas, je vais me poser tout simplement. Voilà. Puis j'aime pas replier les secours, évidemment. Qu'est-ce qui t'a amené à être AS? En fait, l'instruction dans l'aviation professionnelle, c'est travailler sur ce qu'on appelle, vous connaissez, on en parle régulièrement, les plaques de Reason, l'approche erreur et menaces, le management des erreurs et des menaces.
Donc tout ça, évidemment, ça se base sur les retours d'expérience. Et donc quand c'est ouvert ce truc, cette place d'AS, évidemment, ça nous a intéressés, ça m'a intéressé. Et d'ailleurs, on est assez nombreux AS dans ce club parce qu'on est plusieurs instructeurs pilotes de ligne. Donc on est nombreux AS au KFC. Une action que tu as testée, dont tu es content en tant qu'AS? Là, pour l'instant, je trouve que ça bouge peu, mais suite à un accident assez récent d'un des membres, j'ai proposé de mettre un système de plan de vol sur le fil WhatsApp, qui va voler seul. Alors moi, je vais souvent voler seul en marché-vol, donc quand c'est le cas, j'envoie mon plan de vol aux copains. J'ai dit je vais décoller, temps de vol, maximum temps. Je remets une ligne quand je suis posé, c'est un petit peu l'équivalent d'un plan de vol aérien. Et puis on a des tracking aussi, hein, donc ça permet quand même aux copains de suivre si jamais il y a une âme charitable. Et puis évidemment un petit message quand on est bien posé, et puis tout va bien. Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton rôle d'AS? Alors, pas au sein du club, hein, comme on est tous je dirais, pas que des pros pilotes, mais on est tous dans l'aviation. Le rôle d'AS chez nous, c'est beaucoup du partage de Rex et puis de partager ce qui se fait ici, ce qui se dit ici. Donc, nous, on est surtout un relais dans le club. Je dirais, hors club, ce que je trouve le plus compliqué finalement, c'est de faire respecter les zones, respect des TMA. Ça m'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps de voir un pilote monter à 1500, voire 1500, 1700 sur une zone aérienne, sur une TMA qui commence à 700. Et il m'a dit non, mais il n'y a jamais d'avion. Et je lui ai dit, figure-toi que moi, je passe par là très souvent. Enfin, je passais par là très souvent la 320. Donc voilà, il y a ça. Et puis les règles VFR aussi, hein, beaucoup. Donc les gens ne se rendent certainement pas compte que la survie des sites peut en dépendre. Un projet d'action qui te tient à cœur? Là, on aimerait bien avec le club mettre un stage tyrolienne en place. Alors, ça intéresse ou pas. C'est assez compliqué parce que les tyroliennes, elles sont bien prises. Il faut se rendre à un endroit bien précis. Donc voilà, on attend de pouvoir mettre ça en place. J'aimerais bien. Sinon, le club fonctionne dans la manière avec laquelle j'ai appris, hein, comme on voyait tout à l'heure sur le fil, c'est que les cadors emmènent les petits oisillons dans leur sillage le temps qu'eux, jusqu'où ils peuvent aller. Et puis, ça permet d'élargir sa petite aire de vol au fur et à mesure. Hein. Alors, je parle quand on vole sur certains sites. Moi, j'ai commencé comme ça, en faisant ma première transition sur Banche, puis aller au Sénose et encore plus loin. Et je trouve que ça, c'est pas mal. Mais c'est comme ça que fonctionne, je pense, beaucoup de clubs. Il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Non, j'espère que l'accidentologie va continuer à diminuer, que nos ailes seront évidemment de plus en plus sûres. On parlait tout à l'heure de la balance SIV accident. Comment en mesurer le bénéfice? C'est certainement très très compliqué. Hein. Comme pour notre accidentologie, hein, on revient sur le nombre de pratiquants et le nombre d'accidents. Je pense qu'il y a une véritable question à se poser sur quand faire un SIV, qu'est-ce qu'un SIV, parce que ce n'est pas de l'accro, est-ce que ça représente, voilà, la simulation, c'est comme pour nous en aviation professionnelle, la simulation, c'est de la simulation, donc simuler le décrochage d'un Airbus avec un simulateur, c'est que des modèles et ce n'est pas la réalité, voilà, donc il faut en être conscient et puis voilà, ça donne une bonne idée de ce que peut être un SIV. C'est certainement quelque chose de très, très bien. J'en fais aussi. J'ai peur à chaque fois. Et je ressors super renforcé. Donc, la question, c'est quand le faire et qui, quoi. Voilà. Chez nous, on ne veut pas entraîner les gens et que suite à ça, on ait ce qu'on appelle du negative training. Voilà. Donc, pour le SIV, c'est exactement la même chose. Il faut que ce soit bénéfique pour les stagiaires. Il faut y aller quand on en a besoin et puis il faut faire les exercices dont on a besoin en fonction de son niveau et de son aile, à mon avis. Merci Robin, merci Robin. Oui. Dernière séquence de ce live.
Le Rex du mois, Jean-Marc, qu'est-ce que tu as en rayon ce mois-ci? N'est-ce pas assez insolite et improbable comme d'habitude? On parlait d'avion, on va parler d'avion, donc c'est une déclaration d'accident toute récente, elle a quelques jours, je vous la lis telle quelle, ça se passe en Suisse, dans le Tessin. Je vous la lis telle quelle, traînée d'un avion proche du relief qui ferme ma voile, elle se réouvre avec cravate, créant une attaque asymétrique, essai de contre au premier tour d'autorotation, ça ne ralentit pas, ça ne stabilise pas, lancer du secours qui s'ouvre tout de suite, mais qui m'amène face à la pente, réception face au caillou où je mets le genou devant, fracture du condyle. Voilà, bon, donc c'est un Rex, un retour d'expérience intéressant à de nombreux égards. D'abord, traîner d'un avion, je crois que c'est la première fois que je vois un accident, en tout cas une déclaration d'accident avec ces circonstances-là. On a parlé dans des Rex, dans des lives précédents de l'effet du traîner d'hélicoptère. Alors, ce qui est moins rare, c'est l'usage du secours qui sauve de l'accident dramatique. Donc, c'est le cas. Bon, il y a quand même une fracture du condyle, mais le pire a été évité et ça ne fait qu'illustrer ce slogan hein, que vous connaissez bien, un tour, c'est secours. Donc, entendu, un tour qu'on n'arrive pas à contrôler, ça s'installe ou ça s'accélère, a fortiori, c'est secours. Merci en tout cas au pilote, en l'occurrence à la pilote qui a partagé ce retour d'expérience. Le live s'est terminé pour aujourd'hui. Encore un grand merci à nos 3 invités du jour. On se retrouve le lundi 20 juin pour le dernier live de la saison. D'ici là, volez bien, si vous avez la chance de pouvoir voler. Comme d'habitude, si vous avez des idées de thèmes et d'invités, envoyez-nous un petit mail, live des as, tout attaché @ffvl.fr. Salut Mathias, on a survécu à ce 24e live. Ouais, salut Jean-Marc. Donc c'est bien le mardi 20 juin, pas le lundi 20 juin, mais c'est pas grave, tout va bien. Mardi 20 juin, bien vu. Voilà, à bientôt. À bientôt, ciao.